Bonjour et bienvenue sur l'Internaute et sur le Journal du Net pour votre émission politique avec Robert Rochefort, député européen, vice-président du MoDem et conseiller de François Bayrou pour les questions économiques. Bonjour Robert Rochefort. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation de sur le plateau de l'Internaute et du Journal du Net. Virginie Rivière est sur ce plateau aussi. Bonjour Virginie. Bonjour. Elle va co-animer l'émission avec moi. Je vous rappelle rapidement le principe, vous avez un peu moins d'une heure pour poser vos questions à Robert Rochefort et Virginie et moi-même, on va se faire un plaisir de les transmettre à notre invité. On va commencer tout de suite avec cette question d'actualité. On peut difficilement passer à côté aujourd'hui, même si on parle beaucoup du programme dans cette émission habituellement. Après l'attaque de l'école juive à Toulouse hier, François Bayrou a maintenu son meeting à Grenoble hier soir et il a critiqué, je cite, ceux qui montrent du doigt les uns ou les autres en raison de leur origine, de leur religion ou de leur situation sociale. Est-ce qu'il pointe ou est-ce qu'il vise Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen à travers ses propos ? Je ne pense pas qu'il faut l'entendre comme ça. Vraiment, François Bayrou n'a pas voulu faire ce qu'on peut appeler une récupération politicienne de ce drame. Je suis élu du Sud-Ouest, donc Toulouse, c'est ma circonscription. Je ressens la douleur très très vive à la fois des familles qui sont dans ce deuil atroce, de la communauté juive qui est... J'étais hier soir à la synagogue à Paris. Et puis je pense aussi à tous ceux qui aujourd'hui, tous les parents qui ont peur finalement, hein, qui se demandent si ce fou risque encore d'attaquer un endroit précis, là où leur enfant peut être dans la rue ou dans un moyen de transport quelconque. Alors pour revenir à votre question, non, si vous vous souvenez, la première fois qu'aux États-Unis, il y a eu comme ça des personnes armées qui attiraient dans une école, on s'est dit qu'est-ce que la société américaine peut être devenue pour que ce soit possible. Et je crois qu'il est légitime aujourd'hui de se dire qu'est-ce que la société française a fait pour qu'on en arrive là. Et c'est tout. Et ce n'est pas une question politicienne, ce n'est pas une question qui consiste à dire il y en a un qui a raison, un autre qui a tort. C'est tout simplement de se dire, puisqu'on est dans un moment de choix fondamental avec l'élection présidentielle, il faut quand même s'interroger sereinement. Qui sont ceux qui montrent du doigt les uns ou les autres en raison de leur origine ? Je crois que c'est la tendance quand on est dans une très grande crise, lorsque l'on est dans des souffrances économiques, sociales, lorsqu'on ne sait plus très bien où on va, lorsqu'on est sans point de repère, la société française est gagnée par la solitude. Je crois que chacun d'entre nous est menacé à un moment ou à un autre de chercher, comment dire, un bouc émissaire, et c'est évidemment jamais la solution. Et donc les propos de François Bayrou, pour vous, n'attirent pas forcément, ne devraient pas attirer la critique de récupération politique ? Non, je ne crois pas que François Bayrou pose une question de fond sur une société, la société française. France, qu'as-tu fait de ta société pour qu'on en soit arrivé là ? C'est simplement la question qu'il pose. Et je crois qu'il est légitime de se dire que dans la campagne présidentielle de 2012, il y aura eu un avant Toulouse et il y aura un après Toulouse. Un après Toulouse, non pas politicien pour dire est-ce que ça fait gagner 1 point à Paul, est-ce que ça fait perdre 2 points à Pierre, mais simplement pour se dire, ben voilà, la société française, elle sera aussi ce qu'on va en faire collectivement. Et ce n'est pas uniquement la petite dizaine de candidats qui se présentent qui est en jeu, c'est nous, l'ensemble des citoyens. Qu'est-ce qu'on va faire pour que cette société n'évolue pas dans cette direction ? Robert Rochefort, vous avez passé plus de 20 ans à la tête du Crédoc à analyser les grandes tendances de consommation des Français, les grandes tendances de vie des Français. Vous êtes conseiller économique de François Bayrou, vous êtes même son ministre de l'économie dans le shadow cabinet, le gouvernement fantôme. Non, il ne faut pas dire une chose pareille. D'abord, c'était une époque où ce shadow cabinet était une façon de présenter une équipe à un moment donné où on disait que François Bayrou... il n'a jamais été seul, mais on disait qu'il était un peu seul. Mais c'est une histoire qui doit dater déjà 2 ans. Donc pour l'instant, avec d'autres, je travaille effectivement auprès de lui. En tout cas, vous le conseillez notamment sur les questions économiques. Vous venez de sortir chez Odile Jacob « Produire en France, c'est possible ». Donc un petit manuel sur la relocalisation de la production en France. Et on va vous poser pas mal de questions sur ce bouquin qui nous a passionnés. Un bouquin en vrai. Je dis ça parce que on m'avait demandé si je ne voulais pas faire... un e-livre, enfin comment ça se fait un petit peu aujourd'hui, et alors peut-être que à vous, enfin avec votre média, je dis que non, j'ai souhaité que ce soit un livre en vrai, parce que
Je crois que d'ailleurs, je vois que le vote, vous l'avez feuilleté, vous l'avez, etc. Donc on peut être à la fois sur ces nouvelles technologies et en même temps, de temps en temps, avoir besoin du papier. Je vous rassure, on ne vous en tiendra pas rigueur. Alors il y a une personne pour laquelle vous n'avez aucune pitié, vous, dans ce livre, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Dans les premières pages du livre, vous dites qu'il aurait laissé tomber, c'est lui qui aurait commencé à laisser tomber de nombreuses industries au prétexte de la spécialisation, des avantages comparatifs. On ne va pas rentrer dans le détail de la théorie économique des avantages comparatifs, mais est-ce que c'est le seul président centriste? Est-ce que c'est finalement le président du désastre commercial de la France? Vous voyez, je m'attendais à ce que quelqu'un me pose la question, vous êtes le premier. Donc je vous félicite. D'abord, ça veut dire que vous avez lu les pages en question. C'est le seul président de la République, de la 5e République centriste. Non, attendez. J'ai beaucoup d'admiration pour Valéry Giscard d'Estaing, mais je crois que sur les questions industrielles de la France, je crois effectivement qu'il a été victime d'une pensée qu'on peut aujourd'hui appeler une pensée technocratique, c'est-à-dire une pensée, alors pour dire en deux mots ce que ça veut dire, hein, le général de Gaulle avait une conception qui était de faire des grandes filières. C'est lui qui a quand même lancé l'aéronautique, l'espace, la grande vitesse, enfin tout ça, le nucléaire évidemment. Derrière, Georges Pompidou, qui était un président de la République avec des composantes plus rurales, qui était un agrégé de lettres, mais qui en même temps avait été associé de la banque Rothschild, donc il connaissait les entreprises, mais par la base, lui était tout à fait dans la lignée de ce que De Gaulle avait lancé comme grandes industries, mais il pensait aussi qu'il fallait défendre les industries traditionnelles. C'est-à-dire, il pensait qu'il ne fallait pas laisser tomber l'horlogerie à Besançon, qu'il ne fallait pas laisser tomber... je ne sais pas, moi, la sidérurgie, etc. Chose qu'a laissé tomber Valéry Giscard d'Estaing, lui, effectivement, en président moderne, a considéré, c'était l'idée à la mode de la mondialisation à l'époque, c'est qu'il fallait se recentrer sur là où on pensait qu'on était les meilleurs et laisser tomber là où on ne serait pas les meilleurs. Et en fait, quand on commence à laisser tomber, eh ben, on sait où ça commence et on ne sait pas où ça finit. Alors dans votre livre, vous reprochez à la production française de s'être spécialisée dans le moyen de gamme, trop cher pour certains et pas assez luxueux pour d'autres. Laquelle de ces deux voies faut-il choisir? Incontestablement le haut de gamme. Alors je sais que c'est difficile à comprendre, mais vous voyez bien que dans la mondialisation actuelle, le bas de gamme, le produit pas cher, le low cost, c'est des choses que, par exemple, l'économie chinoise sait faire sans problème. S'il s'agit de faire un t-shirt à 1,50 € vendu 4 €, c'est effectivement ces pays qui savent faire avec une main-d'œuvre qui est payée vraiment très très peu. Si vous faites du haut de gamme, c'est-à-dire si vous faites, si je prends l'exemple du t-shirt, si vous prenez un t-shirt d'un grand couturier avec un vrai design, avec des couleurs qui sont travaillées, je ne sais pas très bien, Castelbajac, tout ce que vous voulez, et en même temps avec un tissu qui est tout à fait un tissu sélectionné, vous allez avoir un t-shirt qui va être cher. Il va être, je ne sais pas très bien, 20 €, 30 €, je n'en sais rien. Mais, alors vous allez me dire, qui peut se payer un t-shirt à ce prix-là? Pas mal de gens quand même, pas tout le monde, mais pas mal de gens quand même. Et quand vous êtes sur ce type de produit haut de gamme, eh bien si vous avez de la créativité, si vous avez de l'innovation, vous pouvez défendre votre production. Et alors j'ai pris l'exemple du t-shirt, mais à grande échelle, c'est ce que l'Allemagne a fait comparativement à la France. L'Allemagne, par exemple, fait des voitures haut de gamme qui sont vendues cher, mais qui sont des signes de qualité. Et la consommation aujourd'hui, enfin les besoins que nous avons, c'est finalement ce qu'on appelle un modèle en sablier. C'est-à-dire on achète du haut de gamme qu'on accepte de payer au prix où on le paye. Et dans ces cas-là, ça permet de produire dans les pays qui ont une main-d'œuvre qui coûte cher. Et puis, quand on ne s'investit pas dans quelque chose, on achète effectivement du bas de gamme. Et le milieu, ce qu'on appelle le milieu, un peu comme dans un sablier, là où ça devient étroit aujourd'hui. Et nous, les Français, on n'a pas assez vite compris ça. Il y a un autre point de départ de cette crise du commerce extérieur que vous pointez en quelques lignes dans le livre, c'est la parité franc-euro. Au moment du passage à l'euro, vous dites qu'on a été désavantagé par rapport aux Allemands et à leur Deutschmark. Oui. On s'est fait arnaquer par l'euro? Un petit peu. On s'est fait arnaquer, mais alors, vous savez, c'est pas là où on le croyait. C'est-à-dire, on a cru qu'on s'était fait arnaquer tout simplement parce que les commerçants avaient augmenté les prix et puis qu'ils avaient bénéficié du passage à l'euro pour faire des augmentations de prix injustifiées. Alors ça, c'est un peu notre imaginaire. Hein. Par exemple, beaucoup de gens sont convaincus que la baguette, avant le passage à l'euro, elle coûtait 1 franc. Et que maintenant, quand elle coûte 1 €, ça veut dire que la baguette a été multipliée par presque 7. En réalité, quand on est passé à l'euro, la baguette, elle valait 3,50 francs ou 3,60 francs. Mais on ne se souvient pas. Donc voilà, bon. Ce qui fait quand même une augmentation du prix assez importante. En même temps, sur plus de 10 ans. Alors, ça c'est, ce dont on parle tous les jours. Mais, effectivement, il y a la parité. Alors, il se trouve que
quand vous avez un euro fort, c'est facile à comprendre, c'est un petit cours d'économie. Quand vous avez un euro fort, vous achetez les produits importés pas très chers. C'est-à-dire que l'essence aujourd'hui coûte très très cher, mais si on avait un euro faible, l'essence, on la paierait encore plus cher. En revanche, quand vous avez un euro fort, vous vendez cher, comment dire, ce que vous exportez. Donc vous achetez pas cher et vous vendez cher. Alors quand vous êtes l'Allemagne et que vous avez des produits très haut de gamme, des produits uniques au monde, par exemple, il y a dans la machine-outil, il y a des choses que les Allemands font vraiment, qui sont les seuls à pouvoir faire au monde. Pour faire ces machines-outils, il faut qu'ils importent de l'acier, de l'énergie, enfin bon, différents types de choses. Donc ça leur coûte pas très cher parce que l'euro est fort. Et quand il faut vendre, eh ben, ils arrivent effectivement à justifier leur prix parce qu'ils sont leaders. Nous, ça pénalise les exportations, sauf pour le haut de gamme. On s'est un peu fait avoir. Alors, on va revenir aux moyens. Pour produire en France, vous estimez qu'il ne faut pas contraindre, mais qu'il faut convaincre les consommateurs, les entrepreneurs, l'étranger aussi. Et donc, vous prenez, c'est la grande mesure de ce livre, un label fabriqué en France, avec un pourcentage du produit fabriqué en France. On va le détailler. Est-ce que c'est pas un peu léger? Est-ce qu'il ne faut pas des mesures plus musclées, vu la situation? 70 milliards de déficit extérieur. Il en faut aussi. Il faut une banque publique régionalisée pour soutenir les PME. Il faut évidemment, comment dire, des pôles de compétitivité, par exemple, qui rassemblent des équipes de recherche, des entrepreneurs et des collectivités territoriales. Donc, il faut une administration qui soit une administration au service de ceux qui créent de la valeur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, vous voyez, il n'y a pas simplement... Est-ce qu'il faut des barrières douanières pour dire les choses simplement? C'est là où on parle de démondialisation. Non, je ne suis pas protectionniste, ni protectionniste français, ni protectionniste européen. Pour une raison très simple qu'il faut que vous compreniez. C'est que nous continuons à exporter beaucoup. Nous ne sommes pas un pays qui uniquement importe. Nous sommes un pays qui exporte beaucoup, mais qui n'exporte pas assez. Et par contre, nous sommes un pays qui importons trop. Il faut rééquilibrer les choses. Si on commence à fermer, peut-être qu'on importera moins, mais on exportera moins aussi. Et si on exporte moins... Et alors, juste pour que vous compreniez bien, les produits qu'on exporte, alors, soit il y a les gros produits type Airbus. Alors, vous avez d'ailleurs vu il y a quelques jours que la Chine nous a menacé de ne plus acheter d'Airbus, de suspendre une commande d'Airbus parce que justement on était protectionniste. Vous voyez, on ne peut pas le faire. Mais pourquoi justement ça ne pourrait pas se faire en contrepartie? C'est ce que beaucoup d'hommes politiques je vous dis que ça marche à droite comme à gauche. Alors si vous prenez, on parlait tout à l'heure de la couture, enfin des vêtements, on pourrait prendre les parfums, on pourrait prendre beaucoup de la maroquinerie, on pourrait prendre beaucoup de secteurs dans lesquels nous avons des très grandes marques. En fait, pour que ces marques se vendent à l'international, il faut aussi qu'elles se vendent en France. C'est-à-dire que ça ne viendrait pas à l'idée des Américains ou des Chinois d'acheter tout un tas de parfums français s'ils pensaient que les Français ne se parfumaient pas avec ces parfums-là. Donc il faut vendre en France pour vendre à l'export. Alors vous dites qu'il faut accepter une certaine hausse des prix pour acheter français. Est-ce que ce discours inflationniste n'est pas un peu explosif en période électorale? Alors il n'est pas inflationniste. Il n'est pas inflationniste parce que il se trouve que si vous achetez cher, alors cher, tout dépend de ce qu'on appelle cher, mais que vous avez un produit de meilleure qualité, ça n'est pas inflationniste. Ce qui est inflationniste, c'est si vous achetez cher un produit qui reste toujours de mauvaise qualité. Pour faire simple, vous avez peut-être vu que je propose également qu'on rallonge la durée légale de garantie des produits. C'est-à-dire qu'en France, quand on achète un produit électroménager, il soit obligatoirement garanti 5 ans. Bon. Si vous achetez ce produit un peu plus cher, si vous le gardez plus longtemps, le coût d'usage du produit va être tout à fait abordable, voire même peut-être un peu moins cher que le coût d'usage d'un produit que vous allez acheter moins cher, mais qui va tomber en panne. C'est repris par François Bayrou, cette proposition, par exemple. Ça fait partie du programme. Alors, c'est repris par François Bayrou. Il est tout à fait d'accord avec cette proposition. En même temps, ce n'est pas dans le programme, pour une raison qui est une raison extrêmement simple. C'est que le programme est, aujourd'hui, c'est vrai d'ailleurs pour beaucoup d'élections, mais pour la présidentielle, c'est le cas aussi. Il faut que ce soit un programme simple et court, avec simplement un certain nombre de propositions. Mais dans le programme, les Français attendent aussi des mesures assez concrètes. Vous avez raison. Mais dans le programme détaillé, celui que je pense que les Français n'auront pas dans leur boîte aux lettres pour aller voter, mais qui peuvent retrouver par exemple sur le site bayrou.fr, là, dans le détail, vous retrouverez cette proposition. Vous venez de le dire, vous dites qu'il faut acheter plus cher, mais qu'il faut aussi acheter moins. Vous vous élevez aussi dans le livre contre cette hyper-consommation actuelle. Vous allez jusqu'à prôner des voitures, des vélos, des meubles, même des machines à laver ou des vêtements qu'on louerait ou qu'on échangerait entre nous. Comment est-ce qu'on relance? Alors évidemment, sans transition, ça fait un peu bizarre votre question. Comment on relance l'économie sans la consommation? Oui. On relance l'économie par la production et aussi par la consommation. Mais je dis en même temps
que si nous réfléchissons aux 10 ans, aux 20 ans qui viennent. On voit bien qu'on est dans un modèle de société qui s'épuise, le modèle du gaspillage, le modèle de la surconsommation. Il s'épuise parce qu'il y a le défi environnemental, on ne peut pas continuer à gaspiller éternellement. Il s'épuise aussi parce que bon, le marketing finit un peu par tourner en rond. Le fait de nous vendre des produits nouveaux à chaque fois qui n'ont de nouveau qu'un petit point de détail, ça ne marche plus vraiment. Et donc il y a une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place, qui est une économie de la longévité des produits et qui en même temps est une économie qui est fondée sur l'usage des produits. Je vous prends juste un exemple. eBay, c'est eBay qui l'a lancé, mais il y en a plein d'autres derrière. Le fait de revendre un objet dont vous n'avez plus l'usage, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, le prix que vous payez, ce n'est pas le prix d'achat du produit, c'est le prix d'achat du produit moins le prix de revente. Et en fait, vous allez avoir un prix qui va vous être ce que vous aurez utilisé pendant 1 an ou pendant 6 mois ou pendant 15 jours de ce produit-là. Donc c'est ce type-là. Vous voyez, un exemple avec eBay, puis un autre exemple avec le Vélib. Dans toutes les villes maintenant, il y a des gens qui ont des vélos, c'est très bien d'avoir des vélos, mais beaucoup de gens qui utilisent du vélo, finalement, utilisent un vélo par un droit d'usage d'un vélo et non plus par la possession du vélo. Alors justement, sur ces questions-là, on a une intervention de Fabien qui nous dit « N'est-ce pas proche de certaines théories qui prônent la décroissance, la fin de la consommation de masse et même de la propriété chez les écolos et à gauche ?» Alors, vous avez raison sur le fait qu'avec un certain nombre de gens de pensée écologique, je trouve des proximités. Je trouve par exemple aussi sur le fait de se dire qu'il faut produire localement. Les Verts, par exemple, ont une position bizarre. Ils sont contre toute idée de produire en France, mais en même temps, ils veulent produire localement. Donc, c'est assez proche. Alors, en revanche, là où je ne partage pas du tout ces idées, c'est sur l'hypothèse de décroissance. Non. C'est-à-dire que, non, il y a encore de la croissance à avoir, et il faut de la croissance, parce qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, je ne sais pas comment on fait. Et puis, en même temps, il ne s'agit plus de gaspiller et de consommer des choses qui finalement ne nous plaisent plus tant que ça, mais il y a plein de besoins nouveaux à satisfaire. Regardez dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, il y a énormément, même d'ailleurs dans le domaine de l'écologie en général, dans le domaine du logement, enfin il y a énormément, il faut construire 1 million de logements, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Donc je suis pour une économie qualitative, avec une croissance malgré tout, mais plus fondée sur le gaspillage. On va passer à l'emploi et au pouvoir d'achat, 2 préoccupations très importantes pendant cette campagne. Vous annoncez la couleur dans le livre d'ailleurs, vous dites que le pouvoir d'achat n'augmentera pas pendant les prochaines années, ça va être difficile, en tout cas pas très peu, mais que cela sera acceptable s'il y a une certaine forme de justice sociale. Absolument. Et vous citez Michel Candessu, qui est l'ancien patron du FMI, donc qui n'est pas réputé d'être très à gauche en tout cas, et il propose lui le blocage à 100 fois le SMIC des salaires les plus élevés. Est-ce que cette proposition aussi est reprise par François Bayrou? Alors, je citais justement Michel Candessu parce que, comme vous dites, c'est pas un afro-gauchiste, pourrait-on dire. Donc, pour que quelqu'un comme ça dise « ça pose problème », l'actuel écart des rémunérations et l'envolée, comment dire, de ces rémunérations exagérément élevées, eh ben, c'était intéressant. Alors, ceci étant dit, alors pour ne rien vous cacher, j'en ai parlé avec François Bayrou de cela, et il m'a dit oui, mais enfin quand même, 100 fois, ça laisse encore beaucoup de marge. Il faudrait probablement réduire cela. Mais ce qui discuter compte, avec Jean-Luc Mélenchon. Alors. Ce qui compte, oui, mais alors Jean-Luc Mélenchon met peut-être la barre, comme d'ailleurs François Hollande. Quand François Hollande met une taxation à 75% et en fait une sorte de bouclier à 85% sur 1 million d'euros par an. Finalement, je ne suis pas sûr qu'on ait à mettre comme ça un blocage administratif. Je ne suis pas sûr que le politique ait aujourd'hui à dire c'est interdit de... Parce que vous savez très bien que si je vous dis c'est interdit de gagner plus de 3 millions par an et que vous êtes dans une situation où aujourd'hui on vous donne 3 millions par an, vous irez les gagner ailleurs, ces 3 ou 4 millions. Donc finalement, ce n'est pas tellement la mesure qui compte. C'est le fait en tout cas de se poser la question et d'avoir ça en tête. Et alors, en tout cas, au minimum, mais si on n'agit pas, qu'est-ce que ça va changer alors, au final ? il faut quand même agir, évidemment. Il faut agir. Et il faut agir, alors en particulier, en retrouvant une fiscalité progressive. Donc c'est pour ça que nous allons jusqu'à un taux marginal d'imposition sur le revenu à 50%. Nous proposons de réintroduire l'ISF dans une formule d'ailleurs un petit peu différente. Donc il faut évidemment de la justice sociale. Mais c'est à la fiscalité finalement de dire à un moment donné, là vous gagnez trop. Mais dire en même temps, il est interdit de gagner plus de X fois le SMIC, ça fait quand même un peu
une société où il est interdit de, et c'est pas tellement l'air du temps, et je crois que c'est pas illogique. Robert Rochefort, il y a une autre théorie que vous démontez dans votre livre, c'est la théorie de la productivité en France, qui serait meilleure qu'ailleurs. En tout cas, vous dites que la productivité sur l'année ou sur l'ensemble de la vie est très faible comparée aux autres pays en tout cas développés. Est-ce qu'on est fainéant en France? Est-ce qu'on travaille pas assez? Attendez, ça c'est une des plus grandes escroqueries depuis quelques années. On dit aux Français, vous avez la meilleure productivité. En fait, ils ont la meilleure productivité horaire. C'est-à-dire qu'une heure de travail en France est une heure extrêmement productive. Et ça, c'est la conséquence de deux choses. D'une part, des 35 heures, puisque, évidemment, comme dans beaucoup d'entreprises, on a dit aux gens, il faut faire en 35 heures ce que vous faisiez avant en 39 heures. C'est normal que la productivité horaire soit plus forte, puisque les gens courent pour faire en 35 heures ce qu'ils faisaient avant en 39 heures. Et pour une deuxième raison, c'est qu'on a un taux de chômage tellement élevé qu'à cause d'ailleurs des 35 heures, on a mis hors emploi tous ceux qui n'avaient pas la productivité. C'est un petit peu comme si on faisait une course et qu'on calculait la vitesse moyenne des coureurs, mais qu'en fait, on ait éliminé les 3/4 des coureurs et qu'on ait gardé que les 25% des coureurs les meilleurs. Ben évidemment, c'est pas compliqué de voir qu'eux, ils ont une moyenne horaire qui est très 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 performante. Mais si on remettait tout le monde, ben, on verrait qu'à ce moment-là, c'est pas la productivité horaire qui compte, mais c'est la productivité sur toute une vie. Alors, comme non seulement on a 35 heures, mais qu'on rentre tard dans l'entreprise et qu'on part trop tôt, je dirais, non pas à la retraite, mais en chômage avant d'être à la retraite, on n'a pas une si bonne productivité. Alors, est-ce que la fin des 35 heures sont inscrites dans le programme de François Bayrou? Alors, voilà, ça c'est une bonne question parce que nous pensons que les 35 heures ont été une erreur. En revanche, nous considérons qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ont trouvé un équilibre avec les 35 heures, puisqu'on les a contraintes à faire les 35 heures. Et arriver comme ça, ou comme Nicolas Sarkozy le propose, en disant « Allez, je mets fin aux 35 heures », il suffit qu'il y ait dans une entreprise un accord entre le personnel et puis le directeur, et à ce moment-là, cet accord qui balaye les 35 heures, on n'en parle plus, c'est terminé. Alors nous disons non. Nous disons, bon, si dans une entreprise, il y a un accord qui se fait, alors à ce moment-là, pour que cet accord soit valable, il faut qu'il y ait en amont une négociation qui a eu lieu dans la branche professionnelle, et que cette branche ait autorisé le fait qu'il y ait ces accords. Autrement dit, nous ne voulons pas faire l'erreur inverse des 35 heures qui est de décider sans négociation avec les partenaires sociaux. Nous voulons d'abord qu'il y ait une négociation avec les partenaires sociaux pour ouvrir un champ d'adaptation aux 35 heures. Et là, dans ce cadre-là, les entreprises qui voudront les modifier, elles pourront le faire. Donc on n'est pas dans du cas par cas, mais dans du branche par branche. On est d'abord de la branche qui donne une règle générale, et une fois que la branche s'est positionnée, on est dans le cas par cas. Mais le cas par cas est conditionné par un accord de branche. Vous l'aurez compris, les 35 heures, c'est la première partie de la question. Et sur la retraite à 60 ans ou à 62 ans, quel est le programme de François Bayrou? Le programme de François Bayrou, c'est de dire 62 ans, c'est pas choquant, c'est pas illogique, avec une espérance de vie qui progresse, et il faut bien travailler plus longtemps pour pouvoir équilibrer les retraites, à condition qu'on trouve de l'emploi aux seniors, évidemment. En revanche, la position de François Bayrou, c'est de ne pas accepter ce qui, dans la dernière réforme des retraites de Nicolas Sarkozy, a été le report de 65 à 67 ans. Alors ça, c'est pas très connu des gens, mais il faut le dire en deux mots. C'est que quand vous partez à la retraite sans avoir toutes vos annuités, eh bien, vous êtes doublement pénalisé. D'abord, vous êtes pénalisé parce que vous avez par exemple que 30 ans de vie professionnelle alors qu'il en faut plus de 40. Et ensuite, vous êtes pénalisé parce qu'on vous dit, comme vous n'avez pas vos années, on vous retire en plus un certain nombre de pourcents par année. C'est la décote. C'est la décote. Et en fait, ce que la dernière réforme a fait, la réforme Fillon-Sarkozy, c'est de dire, le moment où il n'y a plus de décote, on va le reporter à 67 ans, alors qu'il était à 65 ans. On va le reporter à 67 ans de la même façon qu'on fait passer l'âge légal de 60 à 62 ans. Et c'est là-dessus où on dit non. Parce que alors là, pour le coup, c'est trop fort. Arriver à 67 ans pour ne pas avoir de décote, c'est pas acceptable. Donc oui aux 62 ans, non aux 67 ans. Il faut rester à 65 ans pour ne plus avoir de décote. Alors, pour la relance de l'emploi, vous axez votre discours sur les PME en grande partie. Alors, j'ai noté, c'est elle qui crée l'emploi. Réserver une part de marché public aux PME, créer une super banque publique de financement pour les PME, en fusionnant OSEO, la Caisse des dépôts et consignations, enfin en tout cas la Caisse des dépôts et consignations entreprises et le fonds stratégique. C'est dans tous les programmes, ça. Qu'est-ce qu'il invente de nouveau, l'Odem ? Non, c'est pas tout à fait exact ce que vous dites. Alors, si vous avez lu jusqu'au bout, par exemple, pour ce qui est de la banque d'investissement, nous proposons, et on est les seuls, qui proposons que les conseils régionaux soient partie prenante de ces banques. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des banques publiques avec les conseils régionaux. Ce n'est pas la proposition ni de Nicolas Sarkozy, ni même de François Hollande qui parle
d'un travail en collaboration avec les conseils régionaux. Mais il ne dit pas, parce que les socialistes restent assez centralisateurs et assez étatistes, il ne dit pas que cette banque publique doit être une banque qui implique les collectivités territoriales. Nous sommes pour que les conseils régionaux aient une participation plus que significative dans ces banques, parce que quand vous regardez concrètement les choses, vous vous rendez compte que c'est dans les régions que tout se passe, et il faut avoir des élus locaux, des élus régionaux, qui soient motivés pour trouver les entreprises de demain qui créent de l'emploi. Alors pour aider les PME, vous préconisez un guichet administratif unique pour leurs démarches. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un ménage à faire dans les démarches, justement ? Bien sûr que si, c'est ce que je propose. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le Small Business Act, le fameux Small Business Act, c'est-à-dire des réglementations qui soient normalement simplificatrices pour les PME. Mais je dis qu'il faut aller plus loin. Parce que peut-être c'est ma tradition de sociologue qui dit ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut aussi, c'est que dans les rouages de l'administration, on ait l'idée de favoriser les PME. Et je dis par redéploiement, il faut qu'il y ait une administration dédiée aux PME. C'est-à-dire qu'il faut que chaque patron de PME ait un seul fonctionnaire qu'il ait en face de lui et que ce fonctionnaire coordonne et récapitule les impôts, l'URSSAF, les caisses de retraite, les taxes diverses et variées. Et si vous faites ça, c'est-à-dire si ce chef d'entreprise il a un seul fonctionnaire en face de lui, eh bien vous verrez que automatiquement ce fonctionnaire qui sera pivot pour l'ensemble des administrations par rapport au chef d'entreprise, vous verrez que de lui-même, il aura tendance à faire en sorte qu'il y ait moins de demandes, de paperasse, de choses comme ça. Et je propose même que ce fonctionnaire pivot, ce soit celui qui ait, dans un premier temps, l'obligation de répondre à la place du chef d'entreprise quand une administration demande une information supplémentaire que bien souvent une autre administration a déjà, parce qu'un autre questionnaire avait déjà fait que, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un guichet unique qui, en France, existe pour la création de la PME, mais qui n'existe plus une fois que la PME fonctionne. Moi, je propose que ce guichet unique administratif, il fonctionne pendant toute la durée de vie de la PME. La question d'un internaute qui nous arrive, il dit « On entend peu François Bayrou s'exprimer sur le poids de la finance, sur l'économie réelle, des capitaux étrangers et apatrides, dit-il, sur les entreprises, sur la dématérialisation de l'économie qui mène justement à sa déconnexion des territoires. Produire en France ne passe-t-il pas aussi par une régulation, voire une mise au pas de la finance mondiale ?» Si. Alors écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement François Bayrou en parle moins, peut-être qu'il n'a pas envie de faire des grandes tirades comme François Hollande l'a fait, et puis en même temps, une fois à la City à Londres en disant « Mais attendez, c'est pas si simple que ça, finalement je comprends qu'on a besoin de la finance ». Non, François Bayrou est pour une moralisation à tous égards, y compris évidemment de la sphère financière. J'en profite pour dire qu'on a des bonnes banques en France. On a des banques, on a des grandes banques, on a des bonnes banques, mais elles ne sont pas assez au service de l'économie. On soutient par exemple à fond, pour vous donner un exemple, tout ce qui est en France le courant mutualiste. Or, il y a au sein du système bancaire français, il y a deux courants. Il y a un courant capitaliste classique et un courant mutualiste. Et les courants mutualistes sont peut-être un peu plus attentifs aux besoins des... Très rapidement, sur les agences de notation, qu'est-ce qui est prévu dans le programme sur les agences de notation, une agence de notation européenne. Il est assez fondamental qu'il n'y ait pas que 3 agences de notation américaines, à la culture très anglo-saxonne. Et puis, je pense aussi qu'il faut que cette agence européenne, parce qu'elle existerait, amènerait d'un seul coup peut-être un peu plus de sérieux, parce que vous savez, les agences de notation, il faut quand même dire ce qui est. Quand elles prennent une décision d'abaisser la note de tel ou tel type de pays, qui est-ce qui prend cette décision? À l'origine, c'est un junior qui regarde des chiffres et puis qui propose quelque chose, puis c'est un senior qui confirme ou qui ne confirme pas, puis ensuite ils en parlent un tout petit peu, mais il y a 15 entreprises, 10 collectivités territoriales, 5 pays qu'ils regardent en une demi-journée, en une journée, c'est quand même pas très sérieux. Alors puisqu'on parle un peu de la stratégie de François Bayrou, on a beaucoup vu Nicolas Sarkozy et le PS, notamment Arnaud Montebourg, chez Le Jabi, chez Florange, chez Petroplus. Que faisait François Bayrou? Mais la même chose. Enfin, attendez. Et moi, par exemple, pour écrire ce livre, je peux vous dire que j'ai fait un tour de France qui m'a fait rencontrer énormément d'entreprises. Alors, je prends un exemple simple, mais par exemple, les t-shirts de campagne de François Bayrou sont faits par un Morlux, qui est une entreprise, bretonne de tissage. On en a rencontré beaucoup. On a fait venir beaucoup de chefs d'entreprise à Paris. Non, je peux vous garantir qu'à chaque fois que François Bayrou fait une visite de terrain, il va voir des entreprises. Mais vous avez, et je reprends le début de votre question, vous avez cité quoi comme entreprise? Vous avez cité les entreprises qui sont médiatisées aujourd'hui. Et moi, quand je vais voir ces entreprises-là, enfin d'autres entreprises même, beaucoup me disent « Ouh là là, oui, Nicolas Sarkozy, il vient chez Le Jabi ». Mais il y a 6 mois, quand on avait des difficultés, il ne venait pas. On ne l'entendait pas.
Donc, il y a 2 ou 3 entreprises dont on a beaucoup parlé et dans lesquelles les responsables politiques ont défilé, mais ils ne sont peut-être pas allés dans d'autres entreprises, là où je vous assure François Bayrou est allé. On passe au déficit, la grande priorité du programme de François Bayrou. Vous dites favorable au choix du mieux disant dans les marchés publics dans ce livre, contrairement au moins disant qui serait le moins cher pour les marchés publics. Vous voulez même réserver une partie de ces marchés publics aux PME, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce compatible avec la priorité de réduire les déficits, puisque l'État aussi va payer plus cher Eh bien, moi je vous dis que ça l'est. Je vous dis que ça l'est parce que quand on adjudique au moins disant, ce qui d'ailleurs n'est pas la règle c'est le mieux disant. C'est-à-dire, pour faire simple, le mieux disant, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Le plus qualitatif. Voilà, c'est-à-dire, oui, mais quand vous êtes vous-même, quand vous faites vos courses, enfin, je ne sais pas si vous les faites souvent, mais quand vous faites vos courses, vous achetez pas forcément le moins cher. Vous achetez normalement le meilleur rapport qualité-prix. C'est normalement ce qu'on doit faire à chaque fois. Là, c'est pareil appliqué au marché public. Pourquoi on ne le fait pas dans le marché public? Parce que beaucoup de gens qui prennent les décisions ont peur des représailles s'ils ne font pas au moins 10 ans, parce qu'il peut y avoir des contentieux, etc. Donc, mais c'est... je vous prends un exemple simple. Quand vous avez la Poste qui décide d'acheter 4000 scooters faits à Taïwan, au lieu d'acheter jusqu'à présent des scooters pour équiper les postiers qui soient faits par Peugeot. En fait, c'est le moins 10 ans. Mais c'est le moins 10 ans à pas grand-chose. C'est le moins 10 ans peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, mais à quelques dizaines, peut-être une centaine d'euros sur le scooter lui-même. Mais lorsque le scooter est en panne, comment ça se passe? Quand vous avez un scooter de la Poste qui va être en panne dans un bureau de poste au fin fond de la Lozère, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je peux vous le dire ce qui va se passer. Le scooter, il va rester en panne pendant 3 mois, là, parce qu'il faudra attendre qu'il y ait un camion de la Poste qui le charge pour l'emmener dans une plateforme où on le dépannera, parce que je suis sûr que les techniciens pour dépanner les scooters made in Taïwan, ils sont beaucoup moins nombreux que les techniciens que vous avez sur la France entière pour dépanner un scooter fabriqué en France. Donc, ce que je veux dire, c'est que bien souvent, l'adjudication au moins 10 ans n'est pas la bonne affaire. Alors François Bayrou promet de rétablir l'équilibre budgétaire d'ici la fin 2015, soit 1 an avant les promesses de Nicolas Sarkozy et 2 ans avant celles de François Hollande. Comment? Eh bien, c'est très simple. Il dit, pendant 2 ans, la dépense publique ne progressera pas et elle sera la même à l'euro constant. Pour le dire autrement, l'inflation, qui est une inflation peut-être de 2% par an, je ne sais pas très bien, correspondra à une économie réelle. Donc c'est quelque chose qui est assez sévère, mais en même temps c'est quelque chose qui n'est pas si irréaliste que ça. Alors je vous prends 2 ou 3 exemples. Par exemple, dans le domaine de la santé, il est temps quand même qu'on arrête les gaspillages. Il est temps qu'on soit pas le pays du monde qui consomme le plus de médicaments, qui d'ailleurs consommer est un mot exagéré, qui achète le plus de médicaments, parce qu'en même temps on en met beaucoup dans l'armoire à pharmacie. Bon, ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, il est temps qu'il n'y ait plus une administration d'État sur les territoires qui doublonne les conseils généraux, les conseils régionaux. Faut-il toujours autant de sous-préfectures? N'est-ce pas un peu devenu inutile une sous-préfecture aujourd'hui? Vous voyez, c'est un deuxième exemple. Et enfin, troisième exemple. Est-ce qu'il faut continuer la suppression d'un fonctionnaire sur 2 dans... Alors, François Bayrou dit qu'il faudra continuer à réduire le nombre de fonctionnaires, que 1 sur 2 est absurde, parce que c'est trop brutal. On a entendu parler d'1 sur 3. Oui, donc il dit qu'il pense qu'effectivement 1 sur 3 est le bon ordre de grandeur. Alors, c'est pas une façon, en étant centriste, de dire, comment dire, je coupe la poire en 2. C'est une façon de dire, oui, il faudra moins de fonctionnaires, et en même temps, appliquer le 1 sur 2 brutalement partout n'a pas de sens et provoque beaucoup de dégâts. On parle aussi de 50 milliards de recettes en plus, hein. Donc là, ce sont les impôts qui vont augmenter. Oui. La première chose que va faire François Bayrou, c'est augmenter les impôts. Alors attention, il faut bien savoir ce qu'on appelle augmenter les impôts. Hein. Par exemple, quand vous supprimez des niches fiscales, vous augmentez les impôts. Et ça fait partie de son programme. Voilà, ça fait partie de son programme. Donc il y a une dizaine de milliards, effectivement, de baisse, comment dire, des niches fiscales. Il y a l'augmentation de l'impôt sur le revenu pour ceux qui gagnent plus d'argent. On en a parlé tout à l'heure. Mettre une tranche à 45 et à 50%. Il y a aussi l'augmentation d'1 point de la TVA. Nous pensons que... J'avais noté 2 points. Oui, alors non, vous avez raison. Il dit 2 points, mais il dit 1 point dès 2012 et le deuxième en 2014, si jamais on en a vraiment besoin. Parce que, à la différence des autres candidats, François Bayrou prend une hypothèse très raisonnable de croissance. Il ne dit pas, comment dire, la croissance sera à 2,5% par an, comme le dit à la fois Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc, si jamais la croissance est plus forte que ce que nous avons pris, nous, comme hypothèse de croissance, qui est 1,5%, alors peut-être que ce deuxième point de TVA ne sera pas indispensable. Mais vous avez raison, il est au programme, mais au programme pour 2014. Allez, c'est l'habitude dans cette émission, avant de passer aux questions de la rédaction, on pose quelques questions un peu plus perso à nos invités. Alors, on en a trouvé une qui vous va assez bien après le livre qu'on vient de lire. Vous
avez vanté dans votre livre les lunettes Atoll qui se sont relocalisées en France et les costumes Smuggler qui eux aussi ont relocalisé leur production. Quelle est la marque de votre costume et quelle est la marque de vos lunettes? Je ne porte ni ces lunettes ni ce costume, d'abord parce que je les ai faites avant, enfin je les ai fait faire avant. Par contre, je porte des chaussures fabriquées en France. Alors, et rappelez-vous, si vous avez bien lu mon livre, je dis, c'est pas un intégrisme, je dis, il faut qu'il y ait, comment dire, en gros qu'on change nos achats une fois sur 10. Voilà, 10%, donc les chaussures, c'est déjà pas si mal. Donc pas de lunettes Atoll et pas de costume Smuggler. Dans la préface du livre, François Bayrou... pour ne rien vous cacher, j'ai rencontré les deux, vous voyez, parce que j'ai rencontré toutes ces entreprises. Et pour ne rien vous cacher, les costumes Smuggler, je sais pas, c'est peut-être pas mon âge, il y a un look de costume, je me sentirais pas forcément très bien dans ces costumes. Bon, on les a cités plusieurs fois, donc on a été gentil avec eux. Mais j'ai plein de vêtements français fabriqués en France, mais pas de cette marque-là. Alors c'est François Bayrou qui a préfacé votre livre. Dans cette préface, il est assez élogieux. Il parle de votre expérience, de votre conviction. Il estime que vous êtes un grand économiste, un homme de conscience. Je cite aussi, c'est le portrait parfait d'un ministre de l'économie. On en revient toujours à cette question. Oui, mais vous voyez bien, ça n'a pas de sens. Parce que d'abord, comment dire, on ne fait pas de la politique pour viser, comment dire, ce type de choses. La politique, c'est autre chose. C'est d'abord se battre effectivement pour des convictions. Et puis, si on veut quelque chose de sûr et de prometteur, c'est pas ce métier-là qu'il faut faire. Puis surtout, je dirais à très court terme, pour l'instant, ce qu'il faut, en tout cas moi, ce que je souhaite, c'est que François Bayrou grimpe dans les sondages, qu'il est déjà aujourd'hui la personnalité politique préférée dans les candidats. Ça ne se traduit pas dans les intentions de vote. Ça ne se traduit pas encore dans les intentions de vote. Eh ben, il reste quelques semaines pour qu'on y arrive. Alors André Santini a dit sur ce plateau que Sarkozy attend Bayrou. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements récemment? Non. Alors je pensais que vous alliez citer un mot d'humour parce que Santini est habitué à faire des mots d'humour. Il en a fait sur ce plateau. Il nous en a fait quelques-uns. Voilà, ça ne m'étonne pas. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ça. Non, je vous annonce, je vous confirme, je vous dis le plus solennellement du monde qu'il n'y a pas de rencontre particulière entre les deux hommes. Sauf que demain, ils seront à Montauban pour les obsèques nationales des soldats qui ont été victimes de ce tueur fou. Donc ils seront effectivement ensemble. Donc s'ils se serrent la main, s'ils échangent 3 paroles, ça ne veut pas dire, rassurez-vous, qu'ils sont en train de monter un plan d'alliance. André Santini a aussi, qui est un centriste du Nouveau Centre, on précise pour ceux qui ne le sauraient pas, a dit qu'en 2007... C'est pas contradictoire les deux? A dit qu'en 2007, en tout cas, François Bayrou aurait pu demander Matignon, il aurait pu faire pression en 2007 et qu'il a un peu raté sa chance. Est-ce que sa chance est passée aujourd'hui? Écoutez, on ne peut pas reprocher tout et son contraire. Pourquoi François Bayrou n'a pas fait d'alliance en 2007? Pour une raison très simple. Il pensait que Ségolène Royal avait, on va dire, un programme un peu farfelu, quelque chose qui était avec cette démocratie participative, cette façon d'apparaître comme une personne... Bon, voilà. Elle appréciera. Non, mais je ne suis pas désagréable. Enfin, tout le monde a repéré que sa campagne et sa candidature étaient un peu hétérodoxes à l'époque. Et par rapport à Nicolas Sarkozy, il a dit Nicolas Sarkozy va faire des catastrophes, il est porteur d'un système de valeurs qui n'est pas le mien, et force est de reconnaître qu'au moins pendant les 2 ou 3 premières années, Nicolas Sarkozy a fait ces choses-là. Donc François Bayrou a tout simplement tiré les conséquences de cela. Et par rapport à ce que disait André Santini, je crois que l'objectif de François Bayrou, ce n'était pas de devenir Premier ministre de... Alors pourquoi, c'est la question qui en découle, est-ce qu'aujourd'hui on est dans la même situation, c'est-à-dire pourquoi il ne dit pas clairement, ce qui permettrait à ses électeurs d'être fixés au moins, avec lequel des 2 candidats il s'associerait au second tour? Alors d'abord parce que tout simplement il a envie d'être au second tour, et donc c'est quand même suffisant pour privilégier cette hypothèse-là, il n'y a pas de plan B, croire et tout faire pour, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il a indiqué cette fois-ci, et j'espère qu'il tiendra cet engagement, qu'il ne resterait pas, comment dire, dans le non-choix comme il avait fait en 2007, parce que les candidats ne sont pas tout à fait les mêmes. Sarkozy numéro 2 n'est pas tout à fait le même que Sarkozy numéro 1, et François Hollande n'est pas tout à fait le même que Ségolène Royal. Ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, par rapport à ce que vous dites, je voudrais simplement dire à tous ceux qui nous regardent, ils n'ont pas besoin d'avoir la réponse à cette question, parce que si vous votez François Bayrou au premier tour, vous avez toujours votre bulletin de vote pour le second tour.
François Bayrou ne va pas faire un hold-up sur les voix qui se sont portées pour lui au premier tour en les mettant dans un coffre-fort et comme ça en disant je ne sais pas pour l'instant à qui je vais aller les offrir. On n'offre pas ces voix au second tour. Et s'il y a des gens qui votent François Bayrou au premier tour et qui ne sont pas satisfaits de ce qu'il dira pour le second tour, si jamais il n'est pas au second tour, eh bien ces personnes retrouveront la liberté absolue de leur bulletin de vote. Aujourd'hui, vous voyez bien, on veut nous faire croire que c'est Nicolas Sarkozy contre François Hollande au second tour, que c'est déjà fait. C'est ça qu'on veut nous faire croire. Bon. Effectivement, si c'est déjà fait comme ça, alors il n'y a pas besoin de voter du tout au premier tour. On se donne rendez-vous au second tour. En revanche, si on vote François Bayrou, on risque simplement deux choses. Soit on risque qu'il soit au second tour, et ça correspond au désir des Français, qui attendent de lui, comment dire, et qui considèrent qu'il est un homme politique qu'ils préfèrent. Et s'il n'est pas présent au second tour, ça veut dire qu'on retrouvera Nicolas Sarkozy contre François Hollande. Et encore une fois, les électeurs, soit ils suivront ce que dira François Bayrou, soit ils seront libres de faire absolument ce qu'ils veulent. Et j'ai confiance sur le degré de maturité des électeurs français pour qu'ils soient capables de faire une analyse de premier tour et une analyse de second tour. Robert Rochefort, on est déjà très en retard et on est encore en train de déborder. On va passer aux questions d'actu de la rédaction. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. On prend 5 actualités de ces 5 derniers jours et on vous demande de les commenter. C'est Virginie qui commence. Alors, on commence avec l'actu de mercredi dernier, le mercredi 14. Le litre d'essence a dépassé pour la première fois les 2 € dans une station parisienne. Ces derniers jours, le samplon a atteint des records. Aujourd'hui, on parle du gazole qui atteint 1,45 le litre. Est-ce qu'on peut bloquer les prix comme le propose François Hollande ? Non, ça n'a pas de sens. Je crois que, d'abord, vous le savez tous, c'est quand même le prix repéré dans une station à Paris. C'est pas le prix moyen en France, heureusement. C'est quand même symbolique. C'est symbolique, c'est symbolique. Mais ce qu'il faut faire, c'est petit à petit apprendre à faire des économies de pétrole. C'est ça l'avenir de fond. Et à court terme, ce que François Bayrou pense, et ce qu'il a indiqué, c'est qu'il fallait certainement voir dans quelle mesure aujourd'hui le fait qu'il y ait de moins en moins d'entreprises qui raffinent, et le fait que le raffinage soit de plus en plus en train de devenir un monopole ou en tout cas une situation d'oligopole, n'est pas de nature à perturber et à faire des rentes. Donc ça, c'est la première chose. Donc voir si on ne peut pas réduire les frais de tout ce qui concerne le raffinage, ça c'est évident. Et puis deuxièmement, je dirais, mais comme ça a été dit beaucoup jusqu'à présent, il n'est quand même pas très normal que lorsque l'on vend de l'essence qu'on a acheté 3 mois plus tôt à un prix plus bas, on le vende au prix du jour qui est plus élevé. Et puis troisièmement, alors François Bayrou, vous parlez des distributeurs là. Je parle des distributeurs. Troisième point. Il y a des règles à établir, vous pensez ? Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait plus de contrôle et il faut qu'il n'y ait pas de spéculation parce que quand vous vendez au prix, qui est un prix qui n'est pas en rapport avec le prix auquel vous avez payé, ça veut dire que vous spéculez. Et puis troisièmement, il faut peut-être réfléchir, je crois que les Américains y réfléchissent, peut-être à ce que de temps en temps on mobilise de façon plus dynamique les réserves stratégiques pour faire aussi pression sur les pays producteurs et montrer que on n'est pas toujours non plus à la merci de ce qu'ils font avec le prix du baril brut. Mais comme vous le savez, ces variations de prix à la production du baril brut, c'est aussi lié au contexte géopolitique général. C'est lié à l'incertitude sur un certain nombre de ces pays. Jeudi 15 mars, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le refus d'accorder à une femme le droit d'adopter la fille de sa compagne n'était pas discriminatoire. C'est la justice française qui avait pris cette décision contre l'adoption donc par un couple homosexuel. Quid de cette question ? On n'a pas parlé beaucoup de société, mais... Alors cette question, donc, nous sommes favorables, et je suis entièrement favorable à ce que dans les couples homosexuels, il y ait les mêmes droits que dans les couples hétérosexuels, y compris par rapport aux enfants. Autrement dit, lorsque dans un couple homosexuel, le père ou la mère biologique, va-t-on dire, de l'enfant, malheureusement par un drame disparaît, il n'est pas normal que la conjointe reconnue de cette mère n'ait strictement aucun droit par rapport à l'enfant qui était l'enfant né du ventre de sa compagne, mais qui en même temps est une enfant qu'elle a élevée avec sa compagne. Et c'est pour cela que François Bayrou dit qu'il faut qu'il y ait un statut d'union dans les couples homosexuels qui reprennent exactement les mêmes droits que dans le mariage hétérosexuel. Mais pas le mariage. En revanche, il souhaite que ça ne s'appelle pas mariage, parce que le mot mariage renvoie à quelque chose qui culturellement est associé plutôt
et depuis très longtemps à l'hétérosexualité. Et il y a quelque chose dans le fait d'appeler ça un mariage dont il pense que ça heurte un certain nombre de consciences, un certain nombre d'esprits qu'il faut respecter. Mais vous avez commencé votre question par la vraie question. C'est la question du statut des enfants dans ces cas de situation très particulières. Et je vous dis, voilà la réponse, et qui me semble aller dans le sens humain par rapport à ses parents et par rapport à ses enfants. Est-ce que François Bayrou est bloqué, en quelque sorte, par la tradition démocrate chrétienne sur ces questions-là du MoDem, enfin en tout cas du centre en France? Non, je ne crois pas, parce que d'abord, si vous lisez ce que peut dire cette tradition, elle est certainement moins progressiste que ce que je viens de vous exposer et qu'il a indiqué. Non, je crois que d'ailleurs, vous savez que dans la communauté homosexuelle, il y a également des débats sur la notion de mariage. La plupart du temps, ceux qui défendent le mariage sont ceux qui défendent le mariage pour avoir droit à l'adoption et pour que les enfants puissent être parfaitement reconnus. Si on règle le problème de la reconnaissance des enfants, je ne suis pas sûr que la revendication du mot mariage en tant que tel pour la communauté homosexuelle soit aussi importante que ça et aussi invariante parmi toutes les personnes de cette communauté. On passe à l'actu de vendredi. Les fans d'iPad ont pu découvrir le dernier modèle de cette tablette. Alors, est-ce que l'effervescence semble à milieu des emballements des précédents iPhones et autres iPads? Vous qui êtes un spécialiste de la consommation, comment est-ce que vous analysez ce phénomène? Est-ce que c'est la fin de l'hégémonie d'Apple? Alors écoutez, parce que si on voulait continuer dans l'actualité, on a appris aussi hier que Apple allait servir des dividendes à ses actionnaires, que dans son pactole de 100 milliards de dollars, il n'allait pas le garder comme ça simplement sous le matelas. Steve Jobs est mort, je me demande si effectivement il ne va pas y avoir à un moment donné la fin d'un cycle. Je ne suis pas en train de vous dire que Apple n'a pas fait des choses extrêmement remarquables, il y a eu des inventions. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on termine par cette question, parce que vous voyez, ça fait le pont avec le début de notre conversation. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit Apple aujourd'hui, quel qu'il soit, même un iPhone par exemple, vous voyez bien que vous le payez extrêmement cher. Vous voyez bien que vous payez extrêmement cher, du haut de gamme, sans aucune proportion avec le coût de production du produit lui-même. C'est pour ça d'ailleurs que Apple, après avoir été en faillite et être parti, a aujourd'hui ce pactole de 100 milliards de dollars. Donc, oui, je crois que la société moderne est une société qui use assez vite, les choses, et je ne souhaite pas que forcément l'époque Apple s'achève, mais en même temps, il ne serait pas illogique qu'il y ait d'autres belles aventures qui prennent le relais, que ce ne soit pas toujours une seule et unique entreprise qui soit sur le haut du pavé. C'est pas tout à fait le dernier mot de l'émission. On a encore la question du week-end et la question de lundi. Alors ce week-end, dimanche notamment, Jean-Luc Mélenchon a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes lors d'un grand défilé républicain qui s'est terminé place de la Bastille, en apothéose. On voulait vous demander votre avis sur le personnage. On dit qu'il est populiste, certains disent qu'il est républicain, passionné, dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sachant qu'il concurrence de plus en plus François Bayrou dans la posture du troisième. Jean-Luc Mélenchon est un collègue, on est au Parlement européen ensemble, et en plus, on était l'un contre l'autre dans la même européenne, dans la même circonscription. Je vais vous dire, ça va peut-être vous étonner, j'ai de l'estime pour l'homme. Je trouve que c'est quelqu'un qui a le courage de ses idées, qui a une très grande culture, qui a une certaine honnêteté par rapport à tout ce qu'il fait. Bon, en revanche, évidemment, il est porteur d'idées radicales. Je ne suis pas sûr qu'il concurrence, comme vous dites, François Bayrou. Simplement, si on en est à ce niveau-là, c'est une des conséquences du fait que la campagne depuis 15 jours, qui fait que s'opposent jour après jour et uniquement Nicolas Sarkozy et François Hollande, finit par lasser, finit par effectivement ne pas être un moment une situation où les questions véritables se posent. Et la montée de Jean-Luc Mélenchon, je crois, c'est l'expression de cette lassitude chez ceux qui sont effectivement au sein du camp de la gauche. Mais vous le savez bien, la différence fondamentale entre François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'y a strictement aucune chance que Jean-Luc Mélenchon soit élu président de la République. Je ne vous dis pas que c'est fait pour François Bayrou, mais je dirais s'il était présent au second tour, je crois qu'il serait élu. Jean-Luc Mélenchon, évidemment non. Alors, l'actu d'hier, la liste des 10 candidats à la présidentielle a été dévoilée par le Conseil constitutionnel. On sait que Dominique de Villepin n'est pas parvenu à être candidat. Après les appels du pied de Bayrou, un ralliement est-il encore possible, même s'il disait qu'il ne faisait pas partie de son tempérament? C'est à lui de le dire. Je veux dire, moi je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas,
c'est que la façon dont il a été, comment dire, critique, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de Nicolas Sarkozy, la façon dont on sait que l'un et l'autre se sont détestés et se sont envoyés plus que des noms d'oiseaux, fait que si maintenant Dominique de Villepin disait finalement je rentre dans le rang et j'appelle à voter Nicolas Sarkozy, ce serait un tout petit peu étonnant et étrange. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que je sais moi, c'est qu'il y a derrière les partisans, pas très nombreux, mais qui existent quand même, de Dominique de Villepin, comme il y a d'ailleurs derrière ceux qui ont cru à Jean-Louis Borloo au sein du Parti radical, comme il y a dans ceux qui ont cru à Hervé Morin au Nouveau Centre, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se disent aujourd'hui, celui qui incarne les valeurs, ou celui qui est le plus proche des valeurs que nous avons, c'est François Bayrou. Alors, est-ce qu'ils vont voter Bayrou sans trop le dire, de façon un peu honteuse, ce serait dommage, ou bien est-ce qu'un certain nombre d'entre eux vont dire et rendre publiquement, certains l'ont fait d'ailleurs déjà, des commentaires, ou en tout cas des expressions personnelles, voire des consignes de vote. Pour François Bayrou, c'est évidemment ce que je souhaite. Est-ce que vous attendez un ralliement de Corinne Lepage ? Alors, pour plein de raisons, je pense que c'est assez peu probable. Mais enfin, c'est à elle de voir. Elle a frayé avec le MoDem il y a quelques années. Elle a été, ça n'a pas duré longtemps. Elle a été au sein du MoDem, mais il ne vous a pas échappé qu'ensuite elle a également frayé, comme vous dites, c'est ça le geste que vous avez fait avec Europe Écologie Les Verts. Ça n'a pas non plus beaucoup marché. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Robert Rochefort d'être venu sur ce plateau répondre aux questions de la rédaction et aux questions des internautes. Merci Virginie. Merci aussi à Cécile et à David à la technique. Je vous rappelle que vendredi matin à 11h, nous recevons Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle sur ce plateau. Alors restez connectés. À bientôt.